Le poste de Modane, en Savoie. Une alerte vient de tomber. L'hélicoptère des secours de haute montagne est prêt à décoller. Là, il parlait d'une coulée. En fait, il skiait sur le chemin et il est sorti du chemin et il s'est fracassé dans les barres. Les secouristes se préparent à une intervention particulièrement périlleuse. Un skieur hors piste aurait fait une chute de 50 mètres sur une barre rocheuse. À bord de l'hélicoptère, le docteur Étienne Allaire du SAMU, accompagné de Serge et Stéphane, deux CRS spécialisés dans le secours en montagne. L'équipe se dirige vers Champagny-en-Vanoise, une station du domaine de la Plagne, à une dizaine de minutes de vol. Oui, des coulées, là, c'est à moitié herbe, à moitié neige, là. Ouais. Ça devrait être dans ce secteur-là, en fait. Sur place, la première difficulté pour eux consiste à localiser la victime. Il y a du monde au fond, là-bas à droite. Je vois pas. On est à travers à 3 heures, là. Heureusement, des pisteurs de la station sont déjà sur les lieux. L'un d'eux a les bras en V. C'est le signe de détresse qui permet à l'équipe de le repérer. 100 mètres en dessous, là. Ouais, ok, visuel, ouais. Ah, il a dû faire bousculer par la coulée, ouais. Exactement la même que sur Data Avalanche, là. La victime a fait une chute impressionnante. Elle descendait cette piste en haut de l'image lorsque la neige s'est brutalement affaissée. Emportée par l'avalanche, elle a dévalé ce couloir sur 50 mètres. C'est notre œil ou quoi là? Là, ouais, je pense que vu la truc, on va trouiller. Un premier secouriste et puis le deuxième à descendre avec la perche. C'est bon, Serge? Impossible pour le pilote de poser l'appareil. La pente est beaucoup trop forte. Il faut descendre les secouristes et le médecin un par un à l'aide du treuil. L'opération est très risquée, car la victime se trouve 40 mètres plus bas. Le premier à descendre est un secouriste. Il va enfin découvrir dans quel état se trouve la victime. Avec 9 millions de skieurs qui se donnent rendez-vous chaque année dans les 250 stations de l'Hexagone, la France est numéro 1 mondial de la planète glisse. On se sent vivant! Une excellente santé économique qui ne va pas sans obligation. Car malgré les progrès techniques et les innovations permanentes pour assurer notre sécurité sur les pistes, le ski reste un sport à haut risque. Chaque saison, les secours de haute montagne interviennent plus de 42 000 fois dans des conditions parfois extrêmes. Ici? Oh oui, c'est là. Victimes de collisions entre skieurs, Ça va? de vitesse excessive Voilà! ou d'avalanches en hors-piste, Laisse-toi aller, tu peux pleurer si tu veux, vas-y. Let's go. on recense plusieurs dizaines de milliers de blessés chaque année sur les pistes françaises. Des accidents qui nécessitent une mobilisation de tous les instants pour prévenir les risques Doucement! Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. ou pour intervenir le plus rapidement possible afin de sauver des vies. Question pour lever, lever. Pendant 3 semaines, nos équipes ont suivi le quotidien d'une station de sport d'hiver au plus fort de la saison. Pisteurs, Serrez-moi la main si vous m'entendez. artificiers Vas-y! ou encore secouristes de haute montagne, L'autre, faut qu'on aille le choper. Ouais, ils sont carrément dans une souricière, là. vous allez découvrir tout ce qu'ils mettent en œuvre pour nous protéger et nous permettre de profiter pleinement de nos vacances au sport d'hiver en toute sécurité. Sur les hauteurs de la station de Champigny-en-Vanoise, l'intervention des secouristes se poursuit. Après les deux CRS, c'est au tour du médecin d'être élitreillé. En bas, la victime est consciente. Il peut l'interroger. Là, vous n'avez pas eu tout mal au niveau du rachis ou autre? Vous n'avez pas perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance. Mais bon, il y a quand même une hauteur de chute assez importante avec des obstacles. Hein, donc on va être un petit peu maximaliste. Prudent, le docteur Allaire préfère envisager le pire. Les deux pisteurs arrivés en premier sur les lieux ont fait de même. Ils ont déjà posé une minerve à la victime. Mais c'est sa cheville qui les inquiète le plus. Ce monsieur a des bas enroulés depuis le chemin qui passe là-haut, en glissant.
dans une coulée. Et donc il y a quand même une belle hauteur de chute. On est à 50 mètres à peu près, dans du terrain mi-rocheux, mi-neigeux. Et il s'est fracturé la cheville. Donc on a posé une attelle pour immobiliser la cheville. Et du fait de la hauteur de chute, on va vérifier quand même certains paramètres vitaux. C'est surtout une tension que j'aimerais prendre. La chute du skieur est tellement impressionnante que le médecin ne veut pas prendre le risque de passer à côté d'une lésion plus grave. Vérifier les constantes peut lui permettre de déceler une éventuelle hémorragie interne. Ce serait alors une urgence vitale. Pas d'autre douleur qui apparaît en bougeant sur les autres? J'ai un peu mal au coude, mais bon... Au coude? Lequel? Celui-là. D'accord, il bouge bien. Au niveau douleur, on gère comme ça ou... Ouais, c'est bon. Ouais, pas besoin de piqûre. Le collier, là, tu dois pouvoir le lâcher. Tu essayes de ne pas faire de mouvement trop brusque. Wow, ah, c'est technique. Sur ce versant incliné à plus de 45 degrés, l'équipe se trouve en équilibre précaire. Cherche attention. D'ailleurs, un sac à dos leur fausse compagnie. Un secouriste pourrait glisser et entraîner tout le monde avec lui. Donc 14-10, parfait. Parfait. Écoute, pour moi les constantes c'est bon, hein. J'ai pas besoin d'accès veineux. Le médecin est rassuré. S'il s'en sort avec une simple cheville cassée, ce skieur pourra s'estimer très chanceux. Mais les sauveteurs vont malgré tout l'évacuer vers un hôpital, car seul un scanner complet pourra dire s'il n'a rien de plus grave. Essayez de pas trop mobiliser le rachis. Vous avez pas mal hein, au niveau du rachis. Ouais, ok, bon. On prend des précautions, hein, vous êtes encore sous l'adrénaline, donc bon, il semble pas que vous soyez blessé, mais voilà, qu'on vous me lise pas de façon... ouais. Attention pour lever. Lever. L'adrénaline peut masquer la douleur pendant plusieurs minutes. À ce stade, il est donc impossible de savoir si la colonne vertébrale de la victime est touchée ou non. C'est pour ça que les sauveteurs lui ont posé une attelle dorsale. Il faut absolument éviter l'aggravation d'une éventuelle lésion pendant le transport. Je suis prêt. Pour avancer. Si les nerfs sont abîmés pendant les manipulations, le jeune homme risque de perdre l'usage de ses membres. En bas, il faut pas plus que 10. Hein. Une fois la victime sur la civière, la tension monte encore d'un cran. Sur une pente aussi raide, le brancard pourrait se transformer en luge mortelle. De son côté, le médecin descend vers l'hélicoptère stationné dans le vallon. Peut-être éviter de suraccident, non? Ouais, justement, on va y descendre prudemment. Mais ça évitera une rotation hélico. Dernière étape du sauvetage, l'élitreuillage de la victime. Une opération très dangereuse, car le pilote ne voit rien de ce qui se passe sous son appareil. Une fausse manœuvre, et ce sera la catastrophe. Par sécurité, la civière sera déposée en plaine, où il est plus facile de la charger dans l'hélicoptère. Si le câble du treuil lâche à ce moment-là, la victime et le secouriste qui l'accompagne tomberont dans le vide. Nous, à partir du moment où on est accroché au treuil, on est le sac de sable. Hein. C'est l'équipage en qui on a une confiance aveugle, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est les yeux du mécano qui font que le pilote va faire en sorte que l'opération se passe bien. Donc c'est à la fois grisant, hein, on fait pas ça tous les jours. Et puis on treuille une personne qui vient de subir un traumatisme, donc il faut faire attention à elle, à nous, à tous ceux qui sont autour. Quelques minutes plus tard, la victime sera prise en charge à l'hôpital d'Albertville. Finalement, les radios et le scanner révéleront une grave entorse de la cheville et des contusions lombaires. Un moindre mal pour une chute aussi spectaculaire. Attention, doucement. Ce jeune skieur se souviendra longtemps de ses vacances au sport d'hiver. Un paysage de montagne somptueux, l'un des plus grands domaines skiables au monde avec plus de 400 km de pistes parfaitement entretenues. Paradis Ski, en Savoie, est un territoire gigantesque qui regroupe plusieurs stations, dont celle des Arcs. Ici, plus de 35 000 adeptes de la glisse se donnent rendez-vous tous les ans pendant les vacances de février. Pour les accueillir en toute sécurité, 600 anges gardiens sont sur le pied de guerre jour et nuit. Parmi eux, Benoît, l'un des pisteurs de la station. On surveille? Je regarde, mais toi, les gens sont quand même détendus pour l'instant. Ça se passe bien.
Les gens ne skient pas trop vite. On profite d'une petite bulle de beau temps, donc les gens peuvent s'éparpiller un peu sur toutes les pistes. Ça évite que certaines pistes soient surfréquentées et avec un risque de collision un peu plus grand. C'est un peu comme sur la route, hein. Les gens, lorsqu'ils croisent un gendarme, ils ont tendance un peu à ralentir. Nous, en étant sur les pistes, on voit déjà si toute la signalétique est en place, et puis les croisements, toutes ces choses-là, et puis qu'il y a un beau domaine skiable bien en ordre et que les gens ne puissent pas se perdre. Bonjour. Faites bien attention à ne pas rester en plein carrefour, il y a quand même beaucoup de monde et ça pourrait créer un accident. Ça marche. L'idéal, c'est de passer les vacances au bon état. Si vous voulez vous arrêter, il n'y a pas de souci, mais il faut mieux se mettre sur le côté plutôt qu'en milieu de la piste. Ok. Ciao. Au revoir. La mission de Benoît, éviter les accidents sans jamais pénaliser les vacanciers. Ici, pas de contraintes et encore moins de contraventions. Juste des conseils. Le skieur est un client qui doit pouvoir se faire plaisir en toute quiétude. Pour Benoît, la sécurité est donc une obsession. Rien ne doit échapper à sa vigilance. Donc je m'approche prudemment pour regarder et je file des petits coups de ski. Ça serait quand même un petit peu dangereux qu'il y ait quelqu'un qui passe de l'autre côté du filet et qui passe avec la corniche. Et puis je vais aller faire la même chose un peu plus loin. Ça me permet de vérifier la stabilité du manteau neigeux. Lorsqu'il y a du vent, il y a de la neige qui va venir se coller de l'autre côté. Et ça peut créer des plaques à vent, créer des corniches. On va sur une petite pente comme ça qui ne présente pas beaucoup de risques, ça me permet de savoir un petit peu ce qui va se passer un peu plus haut en altitude, des fois des proportions un peu plus grandes. Le risque d'avalanche, c'est le danger le plus redouté des pisteurs. Et vous allez voir qu'ici, on ne lésine pas sur les moyens pour l'éradiquer. Il est à peine 7 h du matin, bien avant l'ouverture des pistes au public. Benoît et ses collègues pisteurs artificiers s'apprêtent à sécuriser le domaine situé sous l'Aiguille Rouge, le point culminant de la station. Le terrain est inaccessible à pied. L'hélicoptère est le seul moyen d'atteindre rapidement les zones à risque. Les artificiers y lâcheront des explosifs, comme celui-ci, pour déclencher des avalanches. De son côté, Benoît reste au sol pour surveiller les résultats. Ses collègues et lui travaillent à partir de cette carte. Les traces rouges représentent toutes les coulées qui se sont déjà produites sur le domaine. Si une avalanche se déclenchait spontanément dans la journée, elle pourrait faire de nombreux morts parmi les skieurs. Le seul moyen d'éviter ce scénario catastrophe, c'est de provoquer des coulées après chaque nouvelle chute de neige. Regarde là. Regarde. C'est une avalanche de poudreuse, hein. C'est un mélange de neige et d'air. C'est une avalanche qui peut aller très très vite, hein, peut-être 200 km/h. Donc voilà, le pisteur dans l'hélico vient vérifier le résultat. On voit la trace juste derrière lui, c'est ça? Voilà, ouais, c'est la cassure. Hein. Là, c'est typiquement une plaque à vent, hein, de la neige qui a été rapportée par le vent. Et il y a une accumulation de neige et lorsqu'on y met de l'explosif, ça déstabilise le tout et toute la plaque descend à la cave, hein, comme on dit. Il y a une piste qui passe en contrebas, comme ça elle est sécurisée et on peut être serein toute la journée. Une dizaine de charges ont déjà été larguées, mais seul un couloir a réagi. L'hélicoptère se dirige maintenant vers la zone la plus dangereuse. Heureusement que cette avalanche a été déclenchée avant l'ouverture des pistes. Lorsque ça fait le nuage sur la fin, il n'y a plus de pouvoir destructeur, c'est surtout lorsqu'il y a de la pente. Là, elle est en train de s'arrêter.
Dans la foulée, c'est au tour des dameuses d'entrer dans la danse. Il faut impérativement dégager l'énorme quantité de neige qui a totalement recouvert les pistes avant l'ouverture au public. Donc là, on est dans l'avalanche qui a été déclenchée tout à l'heure par l'hélicoptère. Et maintenant, la machine réouvre la piste bleue pour faciliter le passage des skieurs. Il y a tout de suite plusieurs mètres d'accumulation de neige. Ça peut donner un peu l'idée du poids qui peut être véhiculé par cette avalanche. Sans l'intervention des pisteurs artificiers, ces tonnes de neige pourraient être mortelles. Le risque principal, c'est la noyade. Le mélange d'air et de cristaux de neige qui va rentrer dans les poumons. Ensuite, lorsque l'avalanche est arrêtée, et si on n'a pas une poche d'air autour de la bouche, on ne va plus pouvoir respirer. Donc ça, c'est vraiment l'asphyxie. C'est pour ça que le premier quart d'heure est très important. Nous, on doit intervenir justement le plus rapidement possible. Au bout d'un quart d'heure, on a encore 90% de chances de survie. D'où l'importance de penser à se protéger la bouche et le nez si l'on se retrouve malheureusement pris dans une coulée. Contrairement aux apparences, le damage n'est pas sans danger lui non plus. Ici, la pente est si raide que les machines doivent s'agripper à un câble pour éviter de décrocher. Sans ce travail indispensable, les débutants qui descendent cette piste devraient le faire dans plus de 40 cm de poudreuse. Ce que l'on craint par-dessus tout dans une station de sport d'hiver comme les Arcs, ce sont les tempêtes de neige qui se déclenchent pendant les pics de fréquentation. Ce jour-là, c'est justement ce qui se passe. Les conditions météo se sont brutalement dégradées. Il est déjà tombé plus de 50 cm en quelques heures. Et le pire est à venir. Les pisteurs commencent immédiatement à sécuriser le domaine. Fermeture des pistes et destruction des accumulations de neige dangereuses s'enchaînent un peu partout. Mais ça ne suffit pas. Les remontées mécaniques sont bousculées par les rafales de vent de plus en plus fortes. Pour éviter les accidents, il faut les fermer les unes après les autres. Du coup, certains skieurs se retrouvent bloqués au mauvais endroit. Ce groupe loge dans une autre station des Arcs qu'il est désormais impossible de rejoindre. On est tout simplement bloqué. On attend pour remonter à 2000, mais ils ont fermé les œufs apparemment. Et puis là, on attend des navettes, mais bon, la tempête nous coince. Et la situation se complique encore plus. Une fois toutes les remontées fermées, il ne reste plus que les bus pour ramener les skieurs bloqués jusqu'à leur logement. Or, la route qui relie les deux parties de la station doit être coupée d'une minute à l'autre. Les récentes chutes de neige sont si importantes qu'il faut déclencher des coulées préventives sur les pentes qui surplombent la chaussée. No, close. Road close. Road. No, avalanche. Okay, so I have to walk up the piste then. No. Close. You stay here for 2 hours. I stay here for 2 hours. 2 hours, ok? Il va y avoir des explosions qui vont être faites sur toutes les crêtes pour faire couler un maximum de neige qui est retenu pour l'instant dans les arbres. Et un coup que tout sera tombé sur la neige, tout le système de déneigement se mettra en route pour déblayer la route, pour que la route soit plus sûre pour le départ déjà des gens de ce soir et l'arrivée, le chassé-croisé de demain. C'est une galère pour les gens, non? Oui, quelque peu, ouais. Parce qu'on a été prévenus, même nous, on a été prévenus il y a seulement 1h30, donc on fait avec les moyens du bord. Coup de chance, cette navette a réussi à passer juste avant la fermeture. Elle vient d'être autorisée à faire une dernière rotation. Celui qui a pris la responsabilité de la laisser passer, c'est lui, Sébastien Fayolle. Dans ces moments critiques, il n'a pas le droit de se tromper. Donc on a des coulées là qui sont en train de partir sur la route. On a déjà eu une coulée naturelle tout à l'heure sur la route départementale. Si on ne veut pas avoir un accident avec une avalanche qui prend une voiture, il faut qu'on les tire dès maintenant pour éviter d'avoir un souci dans la nuit. Damien pour Sébastien. J'écoute. Ouais, donc là la dernière navette vient de partir de 2000. Elle va arriver au Pré-Saint-Esprit. Bien reçu. Avant de déclencher les premières coulées préventives, Sébastien s'assure que la navette est bien arrivée à destination. Pendant ce temps, la tempête a redoublé d'intensité. Il est urgent de démarrer le PIDA, le plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches. Intervention PIDA, là, va falloir vous dépêcher, hein, parce que du coup, à la plaque, ça commence à couler. Hein. Moi, en
coup en bas avec les navettes, va peut-être falloir y arrêter. La navette est bien arrivée. Sébastien ordonne aussitôt la fermeture de la route, puis le lancement du PIDA. Dans ces couloirs d'avalanche inaccessibles, la station a installé des systèmes commandés à distance. On appelle ça des Gazex. Ce sont des canons très particuliers qui provoquent des explosions en mélangeant deux gaz. Les vibrations produites font ainsi tomber la neige instable. Donc là, il a envoyé sur falaise 1. Falaise 1, c'est un des secteurs du PIDA. Elle a claqué, Bertrand, la plaque? C'est bon, ça a claqué. C'est des périodes toujours un petit peu tendues, surtout quand on perd un peu du temps par tous ces événements. Parce que derrière, bah, voilà, y a des milliers de personnes qui attendent. Mais bon. Là, on a entendu claquer, là. Pendant que les explosions se poursuivent, Sébastien reçoit un appel d'alerte des pompiers. Ce n'est pas bon signe. C'est quoi les deux accidents, tu sais pas encore? Bon, bah écoute, ouais, je fais passer l'info et puis je te rappelle. Bah, il se trouve qu'on a 2 interventions des pompiers sur Arc 2000. Donc ils savent encore pas la gravité des blessures des 2 personnes. Mais comme c'est la seule route d'accès sur la station, au moment où on tire les avalanches, les pompiers ne pourront pas descendre. Donc là, il faut qu'on prenne une décision pour savoir si on doit interrompre le PIDA pour faire passer les pompiers, ou est-ce que les blessés peuvent attendre l'ambulance le temps de terminer l'opération. Sébastien décide d'accélérer le mouvement pour libérer la route au plus vite. La fraiseuse va entrer en action. Contrairement à un simple chasse-neige, cet engin peut évacuer rapidement des quantités très importantes de neige. Aux commandes ce soir-là, c'est Arnaud. Pas évident de travailler dans la tempête, hein. Bah là, on sait pas trop où on habite. Et on reprend la route. Allez, au taquet. Ouais, c'est bien pris pour moi, je descends, j'arrive à 1950. Pour le moment, plaque, petit résultat. Le PIDA vient de se terminer. Et comme le prouve cette première coulée, les Gazex ont parfaitement fonctionné. Belle coulée quand même. Ah ouais, là c'est correct. C'est 2,50 m à l'amont. Et puis ça a traversé la route. Donc si ça s'était tombé sur les clients cette nuit, c'était quand même pas génial. Pas génial en effet de se retrouver coincé dans une voiture sous plusieurs mètres de neige. Le risque est pourtant bien réel. D'ailleurs, même Arnaud travaille avec un système ARVA, un détecteur de victimes d'avalanche, au cas où une nouvelle coulée emporterait sa machine. Il faut penser aussi à nos usagers, quoi. On travaille que pour eux, hein. Nous on part, on a l'équipement ARVA, mais eux ils l'ont pas, hein. Donc on peut venir nous chercher, mais eux on aura plus de mal. Et puis bon, on ne voudrait pas qu'il y ait des accidents sur la route. Avec sa fraiseuse, Arnaud évacue la plus grosse partie. Puis le chasse-neige prend le relais pour terminer le nettoyage de la route. Un travail qui permet enfin au camion des pompiers d'emmener le blessé à l'hôpital. Ouais, c'est reçu, c'est bon. Moi je remonte aussi, j'arrive à 1950, pas de problème. Je suis derrière, j'arrive aussi. Ce soir-là, les agents de la station auront mis plus d'1 heure et demie à sécuriser la route pour la rendre aux vacanciers. Après une nuit de tempête comme celle qui vient de frapper le domaine des Arcs, toutes les remontées mécaniques ont souffert. C'est particulièrement vrai pour la plus exposée d'entre elles, le téléphérique de l'Aiguille Rouge, point culminant de la station. Là-haut, à plus de 3200 mètres d'altitude, les vents sont d'une violence extrême. Et la température est descendue si bas pendant la tempête que le givre a complètement recouvert la structure. Dans ces conditions, pas question d'accueillir le public tant que Benoît et ses collègues ne sont pas intervenus pour tout nettoyer. Ils doivent faire vite. Le téléphérique doit théoriquement rouvrir dans 1 heure. Et maintenant que la météo est enfin redevenue clémente, les clients ne comprendraient pas qu'il reste fermé. Donc là, on entend le déglaçage du câble du téléphérique.
C'est pour ça que tout à l'heure, on aura tous un casque pour pouvoir enlever et sécuriser tout le secteur. C'est une structure magnifique, là, ça fait une belle dentelle, on dirait des gaufres. Les enfants adorent croquer là-dedans, mais ça, faut pas geler la langue quand même. Il n'y a rien, il n'y a pas de boulot. Une petite blague ironique pour se motiver, et le travail commence immédiatement. Ah, là-dessus, ouais. Si un bloc de givre tombait sur la tête d'un client, il pourrait le blesser grièvement. Pour tout dégager, une seule solution, frapper avec une masse. Comment ça se passe? Non, je vais taper là, ce côté-là, ensuite là, là-bas, l'échelle, parce que l'échelle est bien chargée. Et après, je monte. Cette structure de 15 mètres de haut assure la tension des câbles du téléphérique. Des dizaines de kilos de glace y sont agglomérés dans la nuit. Il faut les déloger partout, jusqu'au sommet. Assuré par un simple baudrier, Frédéric frappe sans relâche, perché au-dessus d'un vide de plus de 600 mètres. Car à cet endroit, la plateforme domine un immense ravin. Une opération risquée qu'il faut reproduire plusieurs fois au cours de l'hiver, après chaque tempête de neige. Pendant ce temps, Benoît s'occupe de la signalétique. Un travail beaucoup moins dangereux que celui de Frédéric, certes, mais qui exige malgré tout d'avoir du souffle. Faut aussi que j'aille à la webcam qui est située au sommet pour enlever le givre. À plus de 3200 mètres d'altitude, la teneur en oxygène est beaucoup plus faible et le moindre effort devient très pénible. C'est le prix à payer pour profiter de l'une des nombreuses descentes réservées aux plus expérimentés. Ici, on a le couloir Valdez au premier plan. C'est le point de départ d'un hors-piste, et c'est plus qu'un hors-piste, on peut parler de ski de montagne parce que c'est un couloir qui ne fait plus partie du domaine skiable, puisque là, on a déjà franchi des filets. Il faut avoir un niveau excellent. Il y a beaucoup de professionnels qui y vont, ou alors sinon ce sont des amateurs aguerris et qui sont toujours sur le pied de guerre pour pouvoir faire la plus belle des lignes. Mais ce matin, avec plus de 50 cm de poudreuse tombée la nuit dernière, pas question de laisser les skieurs s'élancer depuis l'Aiguille Rouge. Le danger d'être emporté par une avalanche est beaucoup trop grand. Seuls les piétons pourront profiter de l'exceptionnel point de vue sur le Mont Blanc. Là aujourd'hui, on les empêche de monter avec les skis, comme ça on est sûr qu'ils ne vont pas aller descendre des pentes qu'on n'a pas encore sécurisées. Donc il y a pas mal de gens qui rouspètent, mais c'est la règle absolue. Débordés après cette tempête, les pisteurs n'ont pas encore eu le temps de déclencher des avalanches préventives. Aujourd'hui on est en risque 3 sur 5, et on affiche le drapeau à damier, jaune et noir, qui est le drapeau un peu symbolique de la sécurité des pistes. Et donc là, on est quand même en risque 3, on n'est pas loin du 4, c'est vraiment pas du tout négligeable. Avant l'arrivée des premiers clients, 2 pisteurs sont assignés au poste de secours. Dans leur sac, un défibrillateur et une bouteille d'oxygène. On monte l'oxygène ici parce qu'on est à 3200 mètres d'altitude. Donc on a souvent des problèmes qui sont liés à l'altitude, d'essoufflement. Et puis après, bien, comme du sommet, on dessert pas mal de pistes. Le moindre accident où on a besoin d'oxygène, le sac est tout de suite au sommet. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième matériel, c'est le DSA, donc un défibrillateur, au cas où on ait vraiment un problème cardiaque. Voilà. Dû au manque d'oxygène. Ça peut être dû au manque d'oxygène, et souvent ce sont des personnes qui sont sédentaires et pas habituées à manquer de souffle. Et bon, voilà. Faire du sport en altitude, ouais. Voilà. C'est là que le cœur... C'est plus compliqué. Ils font des malaises. Lorsqu'on parle d'accident au ski, on pense surtout à des entorses ou des fractures. Pourtant, la moitié des décès sur les pistes sont d'origine cardiaque. Ces malaises se produisent souvent au tout début des séjours en montagne, lorsque certains skieurs mal préparés mettent tout à coup leur cœur à rude épreuve. Un arrêt cardiaque, c'est justement ce qui fait courir le docteur François Albazini. L'hélicoptère des secours de haute montagne de Modane décolle aussitôt. Direction la station de Valseny, à moins de 10 minutes de vol. Dans l'appareil, aux côtés du médecin, 2 CRS secouristes.
J'ouvre à droite ou à gauche? À droite. À droite. Il y a urgence. Moins de 4% des victimes d'un arrêt cardiaque survivent. Les soins apportés dans les premières minutes sont déterminants. Arrivé avant le docteur, l'un des témoins vient immédiatement lui rendre compte de la situation. On a choqué 2 fois, docteur. Et puis, bonjour. Allongée au milieu de cet attroupement, une femme de 63 ans. Bonjour madame. Son cœur s'est brutalement arrêté de battre. Elle s'est effondrée sous les yeux de plusieurs personnes qui ont eu la présence d'esprit d'appeler les secours. C'est 3 fois. Avant le choc, on a massé. C'était quelle heure? Il y a une personne qui parle. À quelle heure elle a fait son arrêt? On peut demander au... Elle est tombée à 14h30. D'accord. Il y en a 35 qu'on a commencé. Heureusement, une infirmière en vacances se trouvait sur place. Aidée par quelques personnes, elle a pratiqué un massage cardiaque 5 minutes après l'arrêt du cœur. Lorsque les pisteurs sont arrivés 10 minutes plus tard, ils ont tout de suite installé le défibrillateur. Après 2 électrochocs, le cœur de la victime est reparti. En tout cas, elle respire pour l'instant. 2 chocs, hein, vous me dites. Hein. 2 chocs. Ouais, on a choqué 2 fois. Ouais. On a choqué 2 fois, on a massé à peu près 10 minutes. Pour le médecin, puisque le cœur est reparti, la première urgence consiste à déterminer les causes de cet arrêt cardiaque. Il suspecte un infarctus, c'est-à-dire une artère du cœur qui se serait bouchée. Il effectue un électrocardiogramme afin d'en savoir plus. Eh oh, madame, serrez-moi la main. Mais bon, elle n'a pas une respiration qui est normale. C'est pas terrible. Mais les informations de l'électrocardiogramme ne sont pas suffisamment claires pour poser un diagnostic. Seule certitude, le cœur peut à nouveau s'arrêter à tout moment. Il faut donc tout faire pour prévenir ce risque. Voilà, on va l'intuber, on va la mettre sur ma coquille là tout de suite pendant que je me prépare. On la laisse sur le dos. Attention pour lever, levez. Ok, allez-y, envoyez. Envoyez les mains sur mesure. Posez. Le médecin va intuber la victime pour lui apporter un maximum d'oxygène grâce à une machine. Il va aussi la plonger dans un coma artificiel pour mettre au repos son cerveau et ses organes vitaux. Elle n'est pas sous anticoagulant, cette dame? Chaque année, 50 000 Français sont victimes d'un arrêt cardiaque, ce qui représente une moyenne de 150 morts par jour. Sans massage cardiaque pratiqué dans les 3 premières minutes, les chances de survie sont quasiment nulles. C'est pourquoi sur les pistes, les secouristes ont été formés pour intervenir rapidement. Malheureusement, on en voit de plus en plus. C'est une pathologie qui arrive, qui est de plus en plus fréquente dans la vie et donc malheureusement sur les domaines skiables aussi. Est-ce qu'on est aussi bien secouru ici que dans sa ville, dans son domicile? Alors, je pense même qu'on l'est un peu mieux parce que les services de piste sont très présents sur les stations, très efficaces. Les délais d'intervention sont très courts. Les gens ont essayé d'appeler le 15, ils n'ont pas réussi à l'avoir, ils ont appelé la sécurité des pistes, on était là moins de 10 minutes après. En fait, une victime qui fait un arrêt cardiaque sur les pistes a presque 2 fois plus de chances d'être sauvée que partout ailleurs. Mais cette dame n'est pas tirée d'affaire pour autant. Son cerveau a peut-être manqué d'oxygène pendant quelques minutes. Les dégâts pourraient être irréversibles. Même si tu as un massage cardiaque qui démarre instantanément devant l'arrêt cardiaque, c'est pas aussi bien qu'une activité normale. Hein. Mais donc on va voir ça. Hein. Allez, merci François. Difficile de reposer l'hélicoptère sur cette zone très fréquentée, située en bas des pistes. L'équipe va donc se déplacer en ambulance jusqu'à une zone d'atterrissage plus dégagée. Cette dame, elle a fait ce qu'on appelle une mort subite devant témoin, c'est-à-dire que brutalement, elle s'est effondrée parce qu'elle avait un trouble de rythme qui expliquait l'arrêt cardiaque. Donc, et à notre arrivée, on avait une activité cardiaque circulatoire plutôt correcte. Par contre, des troubles de conscience persistants. Et là, on va aller à Chambéry pour comprendre pourquoi elle a fait ce trouble du rythme. Est-ce que c'est pas un infarctus? Finalement, les médecins de Chambéry ne trouveront pas d'infarctus et lui poseront un défibrillateur pour prévenir une nouvelle mort subite. Après son arrêt cardiaque, la patiente est restée 4 semaines en soins intensifs. Aujourd'hui, elle se porte bien et n'a aucune séquelle. C'est une miraculée. Que ce soit pour la bobologie, je le sens, mais c'est pas très douloureux. ou pour les accidents graves,
fémur, luxation de hanche et une luxation d'épaule associée. Les pisteurs et les secouristes de haute montagne sont mobilisés en permanence pour intervenir n'importe où, n'importe quand. Allez, j'assors, j'attaque la descente. Nous avons suivi le quotidien de ces hommes et ces femmes qui se démènent pour assurer notre sécurité sur les pistes. Parti. Un quotidien fait de stress et d'émotions, où le pire est parfois évité de justesse. Laisse-toi aller, tu peux pleurer si tu veux, vas-y. Let's go. C'est grâce à ces protecteurs des cimes parfois invisibles que nous pouvons profiter en toute quiétude des joies de la glisse. S'il y a une chose contre laquelle les stations de ski les plus prévoyantes ne peuvent pas lutter, c'est le manque de conditions physiques de certains skieurs. Seule une petite partie des amateurs de glisse sont d'authentiques sportifs. Pourtant, le ski reste une activité très intense. Et chaque année, c'est la même chose. Les moins bien préparés veulent profiter à fond de leur semaine de sport d'hiver, comme tous les autres. Un comportement qui peut mener tout droit à l'accident et se terminer dans un traîneau de pisteurs comme celui de Raphaël. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis tombée et mes skis se sont emmêlés. Je me suis fait mal au genou. Il s'est tordu? Oui, il s'est tordu. Montrez-moi où vous avez mal. Cette Anglaise se prénomme Leslie. Son cas est typique des accidents qui se produisent au début des vacances, quand on en demande trop à son corps. En l'occurrence, c'était son premier jour. Quand ils m'ont aidé à me relever, mon genou a lâché. J'ai cru que j'arriverais à descendre. J'ai même essayé de skier sur une jambe. C'est un peu dur, pas vrai? Oui, j'étais épuisée. Je n'y suis pas arrivée. Là, elle a pu venir difficilement jusqu'ici en skiant un peu sur une jambe. Donc c'est préférable de mettre une attelle et puis d'aller voir le médecin au cabinet médical à 1600. Donc je vais chercher le traîneau. On suspecte une entorse du genou. L'accident s'est produit juste avant 16 h. La zone de tous les dangers pour les skieurs mal préparés. En fin de journée, les muscles deviennent de plus en plus lourds faute d'une bonne hydratation. Pour ceux qui n'ont pas la sagesse de s'arrêter à temps, le risque d'une très mauvaise chute est alors à son maximum. C'est une grosse partie des secours sur les pistes, les genoux, les poignets, les épaules, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Nous, le but du jeu, c'est de ne pas aggraver la lésion. Donc pour faire ça, pour faire en sorte que le genou n'ait plus à travailler, on va l'immobiliser. L'attelle, c'est une poche avec des billes. Et quand je fais ça, j'enlève l'air qui est à l'intérieur de la poche. Et du coup, les billes, elles se collent les unes contre les autres et ça va faire quelque chose, on va obtenir quelque chose de rigide. Venez vous asseoir dans le traîneau. Je vais vous aider. L'année dernière, les pisteurs des Arcs ont effectué près de 2000 interventions de secours. La moitié étaient des traumatismes du genou. Loin derrière vient l'épaule, puis les jambes, et enfin la tête et les poignets. Ça va, Leslie? Ok. À ce moment-là, Leslie pense encore s'en tirer avec une petite entorse et prend son accident avec beaucoup de décontraction. Mais elle ne va pas tarder à déchanter. On est au centre médical. Mon moyen de transport préféré. Je ne pense pas que j'aurais réussi à faire tout ce trajet à ski. Non, c'est clair, vous auriez pas pu skier seul. Leslie a beaucoup apprécié sa descente en traîneau. Mais quand elle connaîtra le prix du voyage, pas sûr qu'elle restera aussi souriante. Un secours comme le vôtre, là, est-ce qu'il est gratuit? Non, les secours sont payants. Donc là, le tarif pour descendre, c'est une zone éloignée, c'est 365 € pour rejoindre le bas des pistes. Donc il vaut mieux être assuré, prendre le carénage ou vérifier avant de venir au sport d'hiver qu'on est bien assuré, ça peut être une bonne chose. Essayez de ne pas poser votre pied sur le sol et si vous devez le faire, ne faites surtout pas de mouvement rotatif, ok? Et ce n'est qu'un début, car Leslie doit maintenant passer une série de radios à laquelle s'ajoutera le prix de la consultation médicale du docteur Carrère. Il n'y a pas de fracture, pas de problème osseux, donc pour qu'elle ait un gros genou comme ça rapidement, elle a dû rompre un ligament. Donc ça, c'est ce que je vais voir, ce que je devrais voir à l'examen. Je vais toucher votre genou. Dites-moi si ça vous fait mal. Non. Non? No pain. De ce côté-là, non? This side, no. Pas de douleur, là? No pain. Vers? Là? Non, c'est plus là. Vers. Là. Oui, là. Vous le sentez? Je le sens, mais c'est pas très douloureux.
Pour poser son diagnostic, le médecin doit vérifier l'état de l'articulation. On appelle ça le test du tiroir. Voilà. Il faut que vous détendiez complètement vos muscles. Vous sentez le clic? Ça, c'est normal. Normal. Vous cherchez un tiroir, là, c'est ça? Un tiroir, ça c'est le mouvement de tiroir. Voilà, pour tester le ligament croisé antérieur. Donc là, on sent bien le claque, elle le sent. Relax. Voilà, là il faut être parfaitement décontracté pour trouver le tiroir. Là, ça lui fait mal, mais on ne trouve pas le petit claque. S'il vous plaît, laissez bien votre jambe détendue sur mon genou. Il y a une laxité. Donc cette dame a rompu le ligament croisé antérieur de son genou. Alors, votre problème, vous avez cassé ce ligament. C'est le ligament croisé antérieur. Oui, le croisé. C'est ça, le croisé, à l'intérieur du genou. Juste sous la rotule. Under the patella. Yes. C'est ce ligament ici au milieu du genou qui se rompt en premier quand on fait une chute à ski avec la torsion du genou. Donc ça arrive, c'est un accident très très fréquent. Plus de ski pour cette semaine. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment pas de chance. Et en plus, c'est notre premier jour. Oh là là. Le ski est un sport quand même à risque et quand même assez éprouvant. Donc déjà la condition physique des gens serait importante et après il faut savoir respecter son organisme. Et là, vous voyez, madame, elle est tombée en fin de journée. Il y a un petit peu de fatigue qui expose bien sûr davantage aux accidents et aux lésions. La rupture de ce ligament est une blessure grave pour Leslie. Car à partir d'un certain âge, la chirurgie n'est plus indiquée. Autrement dit, malgré 8 semaines de kinésithérapie, elle ne récupérera jamais vraiment de sa chute et ne pourra plus jamais skier sans prendre un sérieux risque pour son genou. Pour éviter une telle mésaventure, il est fortement recommandé de pratiquer une activité régulière avant de prendre le chemin des pistes. Vélo, marche rapide ou course à pied, le renforcement musculaire est la meilleure protection de vos ligaments. Sur les pistes, la vitesse est l'une des principales causes d'accidents. Elle est souvent excessive et inadaptée à la qualité inégale de la neige, ainsi qu'à la présence d'autres skieurs. Doucement! C'est un constat que dressent tous les pisteurs secouristes. Oh! Même pas retourner pour dire, hein? Rien! Le pire moment de la journée, c'est la fermeture des pistes, lorsque tout le monde termine en même temps, au même endroit. Exemple sur ce goulet d'étranglement qui mène à la station Arc 1800. Oh! Lui, danger public, lui. Sur cette dernière pente, tous les niveaux de ski se côtoient, et pas toujours en harmonie. Ce que les pisteurs craignent par-dessus tout, c'est ça. Faut faire attention, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je vais voir. Il vous a touché où? Au visage? Là, c'est l'épaule, là, je sais pas. Ça va, madame? Ouais. Alors, voilà, excusez-moi si c'est moi qui suis en tort. Hein, non, mais il n'y a pas de souci. Je traversais la piste et puis quelqu'un descendait et m'a pris de plein fouet, voilà. La collision classique. Voilà. Voilà, dans un endroit accidentogène, comme on disait. Voilà. Vous prudente sur le bas et le monsieur qui arrive un peu fort pour prendre l'élan. Voilà, donc il y a eu un choc un petit peu violent, mais bon, je pense que ça va. Ça va aller? Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Tout bouge, tout fonctionne? Tout va bien. Et on repart avec le sourire? Oui. Bon, alors ça va. Bon séjour. Il y a des gens qui regardent vraiment pas plus loin que le bout de leur ski et ces gens-là me font peur. Ouais. Ils me font peur, même pour moi. Au sport d'hiver, les collisions représentent plus d'un accident sur 10. Et ce n'est pas le seul risque. L'inconscience de certains débutants est elle aussi très dangereuse. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Voilà, voilà. Après on lâche le surf. C'est très très dangereux. Voilà, ça c'est un surf qui aurait pu atterrir sur quelqu'un. Vous l'avez loué? Ouais. Pourquoi? Je voulais juste vous redonner une petite règle de sécurité, parce que normalement, ils sont équipés d'un leash.
C'est quoi ça? Un leash, c'est un petit truc que vous attachez à votre jambe. Ah non, je me l'ai pas donné avec. C'est bizarre qu'il y soit pas, donc ça, faudra le dire au magasin, justement. Ouais, j'irai le voir ce soir. Ouais, alors. parce que c'est pas normal, il doit être attaché à votre pied. Ouais, Parce que dans un cas comme ça, si vous le lâchez de là-haut, là, vous avez vu la vitesse où il est arrivé? Ouais. Si un gamin qui est arrêté là, il se le prend, c'est très saillant là. Ouais. Vous pouvez faire très mal à quelqu'un. Ok, Hein? j'irai voir avec. Donc si ça vous arrive la prochaine fois comme ça, que vous êtes coincé dans un mur, déjà essayez de descendre à l'extérieur de la piste. Malheureusement, les pisteurs ne sont pas toujours aussi bien écoutés. Il est assez désagréable en effet de se faire sermonner pendant ses vacances, même si c'est pour son bien. Doucement! Doucement! Oh ouais, non mais c'est n'importe quoi. Tu fais signe? Je te fais signe d'aller doucement, tu vois pas comme t'arrives vite? Bah, j'ai regardé au-dessus. Moi j'ai regardé au-dessus. Mais c'est pas au-dessus qu'il faut regarder, il y a des gens qui arrivent de là et des gens de partout. On vient de faire 3-4 collisions là. Mais ça te paraît normal, il faut enquiller tout droit là. Ah bah. Oh. Merci. Faites attention, vous êtes grand, vous êtes costaud, si vous rentrez dans un gamin, ça peut faire très mal. Et croyez-moi, il y en a des accidents comme ça. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus strict. Hein. Les pisteurs, ils sont assermentés, ils peuvent verbaliser des infractions des personnes qui vont hors piste, les personnes qui estiment skier beaucoup trop vite. On n'a pas envie d'en venir là non plus. Je pense que les montagnards, ils veulent laisser la montagne libre un peu. Mais bon, et là, ça commence à être vraiment très fréquenté. Il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Il y a aussi nos enfants qui skient, on n'a pas envie de les voir partir dans une civière. Si les pisteurs sont inquiets, c'est parce que l'absence de maîtrise et l'excès de vitesse sur des skis ont parfois des conséquences beaucoup plus graves. C'est exactement ce qui vient de se produire lorsque l'équipe des secours de haute montagne de Modane décolle. Direction la station des Ménuires, en Savoie. Fracture de fémur et luxation d'épaule. Une femme de 50 ans a fait une violente chute à grande vitesse. Elle souffre tellement que les pisteurs n'ont pas pu la mettre dans le traîneau. Dans ce type de situation, c'est au docteur François Albazini de prendre le relais directement sur place. Où est-ce que vous avez mal? En haut de la jambe. Ici? Oh oui, c'est là. Ça fait mal, ça fait très mal. Avec une grosse douleur, elle a une sensibilité dans le mollet et pas dans la cuisse quand on passe. Ouais. Mais ça, c'est pas Vous pouvez bouger votre pied? Non. Ok. Ah ouais, ça c'est celui-là qui Ouais, fait c'est le mal. problème, c'est ça, ouais. Ouais, c'est l'épaule, l'épaule ici, elle est sortie. Je pense qu'elle est sortie. Moi, il m'a semblé voir qu'elle était sortie. Les blessures semblent graves. La chute a sans doute été très violente. Pour le médecin, la priorité est de stopper la douleur. Il doit dégager le bras de la victime pour lui injecter des antalgiques. D'après le moniteur, la personne a chuté toute seule. Et vu que la vitesse était relativement excessive, parce qu'elle avait pris de l'élan pour remonter la bosse qui est derrière nous, le choc sur la neige dure a dû causer les blessures. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ma jambe me fait vraiment très mal. Oui, je sais. Là, c'est de pire en pire. C'est un médicament antalgique assez puissant. Vous allez vous sentir un peu comme dans un rêve étrange. Est-ce que je vais m'endormir? Non, seulement vous sentir comme dans un rêve. La douleur de cette dame est telle que le médecin décide de lui faire une anesthésie flash, presque comme dans un bloc opératoire. Elle n'aura plus aucun souvenir des manipulations qui vont suivre. Allez, elle est mûre, on en profite. Ça n'a pas duré longtemps. Allez, oui. Coquille, prêt, attention pour lever. On la décale un petit peu sur la gauche et on va faire une rotation. Ah oui. Allez, okay. On tourne. C'est bon, de la tournée. Malgré l'anesthésie, l'équipe prend beaucoup de précautions pour ne pas augmenter les souffrances. Elle doit aussi veiller à ne surtout pas aggraver les lésions. En cas de luxation de la hanche, un mauvais mouvement pourrait abîmer sérieusement le col du fémur. Attention pour lever. Dis-moi, je vais t'amener une dame pour une suspicion de fémur ou de luxation de hanche et une luxation d'épaule associée. On est là dans 15 minutes, ouais, ou 15-20 minutes. Pourquoi c'est important de prévenir l'hôpital? Pour que l'équipe en bas aux urgences soit prévenue, qu'il y ait une place qui soit réservée pour cette patiente, et bon, qui a quand même eu des médicaments d'anesthésie. On ne va pas la mettre au fond d'un couloir ou dans une salle d'attente, elle va être prise en charge en priorité. Et donc Saint-Jean? Saint-Jean, ouais, c'est prévenu.
Le 15, tout le monde est... Ok, ça marche. J'appelle mon central. C'est fréquent comme traumatisme sur les pistes? Ouais, ça c'est un grand classique. Les fractures de fémur, les luxations de hanche, les luxations d'épaule, et là on a les deux, hein, l'épaule et la hanche. Donc elle a deux bonnes raisons d'avoir très mal. Grâce aux antalgiques, cette dame ne souffre plus. Mais elle n'est pas au bout de ses peines pour autant. Aux urgences, les radios confirmeront la luxation de l'épaule et la fracture du fémur. 2 lésions qui nécessiteront de passer au bloc opératoire dès le lendemain. Chaque année, les secouristes héliportés de Modane effectuent près de 600 interventions comme celle-ci. Si la vitesse est la principale cause des accidents sur les pistes, comment faire pour la limiter sans porter atteinte au plaisir des clients? Cette question, toutes les stations de sport d'hiver se la posent depuis des années. Or, plus le temps passe, plus les comportements à risque se multiplient. Pour enrayer cette spirale infernale, les ARC ont choisi de tout miser sur la prévention et l'éducation du public. Venez tester votre vitesse en toute sécurité. On va tout chousse, on se relève après les cellules et on fait quelques virages. Votre vitesse s'affiche sur la ligne du chronométrage et le record actuel est à 102 km/h. Xavier Cousseau détient le record du monde de vitesse en monoski, à 212 km/h. Mais Xavier sait aussi que sur une piste, un amateur qui se prend soudain pour un sportif de haut niveau peut faire de gros dégâts. 90. Eh ouais. Oh la vache. Tu pensais aller à combien? 60. Voilà. Sur toutes les autres pistes, les gens vont aussi vite, mais par contre, il y a des dangers. Il y a des skieurs, des surfeurs, il y a plein d'obstacles. Et bien là, on leur donne la possibilité de tester leur vitesse sur une piste qui est réservée. Et le plus important, c'est de se rendre compte, voilà, savoir s'arrêter. Voilà, tu vois, là, ça, c'est un petit arrêt bougnette, hein, comme on dit. Une pente de 400 mètres de long, équipée d'un radar de vitesse. Le public adore. 90. Mais défier ce radar se mérite. Pas question de s'élancer sans respecter quelques règles de sécurité élémentaires. Vas-y, prends un casque, tu prends un casque rouge et c'est bon. Pense à tirer tes dragons au départ. Je vais tirer le dragon parce qu'en cas de chute, ça peut arriver. Et ben, en cas de chute, la dragon accrochée au poignet, ça peut faire une entorse du pouce, ça peut tordre le poignet. Dans l'extrême, hein, c'est rare, mais le bâton peut se casser, on peut se percer. Voilà. Donc quand on skie tous les jours, ça va parce que on va un peu moins vite, même si les gens vont quand même rapidement. Mais sur l'animation, c'est un élément de sécurité indispensable. Hop là, voilà. Alors là, on a l'exemple type. Il passe à 98 et il fait juste un dérapage. Et ben là, il s'est mis à cul. Voilà, la vitesse l'a emporté en arrière. Et il est à 98. Voilà, voilà, joli. Donne-moi la main, Hop là, voilà. Tu vois, donc le truc, le but, hein, c'est quand même de gérer son arrêt. Hein. Parce que là, si c'est un skieur, là, tu lui casses les 2 jambes. Hein. Hop là. Voilà. T'as vu ta vitesse ou pas quand même? 97. Hein. Ah bon? Voilà. Mais 97, on ne gère pas un arrêt à 60 comme à 97. Hein. Tu vois? Et le seul truc, c'est de faire 2-3 virages. Tu vois, c'est ce qu'on explique aux gens. C'est juste que tes skis, ils réagissent pas pareil. Et là, tu t'es fait surprendre, quoi. Si on veut faire de la vitesse, on veut faire un chousse, mais tu regardes qu'il y ait de quoi s'arrêter, qu'il n'y ait pas 50 000 personnes autour de soi. Et puis savoir aussi, savoir s'arrêter. Si on ne sait pas s'arrêter, on ne fait pas de chousse ou on les fait moins vite, quoi. On va tout doucement, quoi. C'est vraiment s'adapter au terrain, puis s'adapter à son niveau. C'est pas se surestimer. Voilà. Et ceux qui n'ont pas de casque, j'en prête. Le truc c'est ça, c'est que nous on est une génération, moi j'ai 45 ans, on n'avait pas de casque à l'époque, mais parce qu'à l'époque il y avait des bosses partout, mais maintenant ça va vachement plus vite. Plus on vient, plus on se dit il en faut un parce que... Voilà, c'est un peu petit ça. Un casque ça vaut 60 €, d'accord? Une journée en réanimation ça vaut 1005. C'est sincèrement. Ça chaud aux oreilles aussi. Oui, mais ça tient chaud, et puis comme je dis aux gens, les gens me disent des fois, des gens me disent oh ça tient trop chaud. Et moi je leur dis, c'est un peu ironique. Je lui dis vous savez quoi? Une chaise roulante ça vous tient chaud, mais c'est pour toute la vie quoi. Voilà. La méthode de Xavier a largement fait ses preuves. Tous les skieurs qui testent son animation unique en France prennent conscience qu'avant d'être un plaisir, la vitesse est un danger qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. 104 km/h. Malgré la multiplication des initiatives pour prévenir les accidents de ski, la montagne reste un milieu naturel redoutable, où la mort peut frapper n'importe quand.
première chose qu'on a retrouvée, dès qu'on l'a retrouvée, c'est le casque et la bouche avec... Dans quelques instants, vous assisterez au sauvetage d'un vrai miraculé pris dans une avalanche. Laisse-toi aller, tu peux pleurer si tu veux, vas-y. Let's go. Va chercher, moi. Vous verrez que pour éviter le pire, pisteurs et secouristes s'entraînent sans relâche dans les conditions du réel. Allez, gratte. Super. Pour réagir au plus vite en cas de catastrophe. Chope-le, celui-là, chope-le, ça c'est super. Sur le pont dès l'aube, les artificiers des stations doivent parfois jouer dangereusement avec le feu pour sécuriser les pistes. Maîtres chiens, pisteurs ou secouristes, ils sont prêts à tout pour nous protéger et nous permettre de passer nos vacances en toute sécurité. Putain, c'est pas possible ça. Mais vous allez voir qu'il y a une chose qu'ils ne supportent pas. Il arrive d'où? Il arrive de là-haut, là. C'est de risquer leur vie pour des inconscients qui se mettent volontairement en danger. Ah ouais, putain, oh là là. Une situation encore trop fréquente dans nos stations de sport d'hiver. Aujourd'hui, près de 9 millions de Français font du ski chaque année. Cette démocratisation des sports d'hiver s'est accompagnée de nouvelles pratiques, comme le snowboard, le freestyle ou le freeride. Allez, go. C'est d'ailleurs pour ça que la discipline du ski hors piste connaît un succès sans précédent. Mais comme le montrent ces images, c'est une pratique à haut risque, même pour des skieurs chevronnés. S'élancer sur des pentes aussi périlleuses ne s'improvise pas et nécessite un entraînement solide. Ces jeunes freeriders, par exemple, ont été formés dans une école réservée aux adeptes de ce sport extrême, la Free Ski Academy. Ce matin, ils ont rendez-vous avec Xavier, un ancien champion de freeride qui aide les jeunes à se préparer en toute sécurité. Alors là, on va faire la petite face nord de l'Aiguille Rouge, parce qu'il y a eu des bonnes chutes de neige ces derniers temps. C'est quoi cet appareil? C'est un détecteur de victimes d'avalanche. Donc quand on ride, on le met sur émission, ça émet un signal. Et s'il y a un problème d'avalanche, eh ben on le switch sur réception pour rechercher la victime qui est ensevelie. Donc là, on voit qu'il le détecte. Donc Hugo a bien allumé son DVA. Merci. DVA, pelle de secours, sonde et même airbag. Le hors-piste exige des mesures de sécurité draconiennes. C'est tout simplement la vie des skieurs qui est en jeu. Allez, c'est parti. Devant eux, 1000 mètres de dénivelé à descendre d'une traite à côté des pistes balisées. Régulièrement, Xavier doit tempérer l'enthousiasme des deux jeunes pour leur rappeler quelques règles de sécurité. Malgré leur bon niveau, ils doivent rester vigilants. Alors, on va pas tourner trop près de la corniche là quand même, hein. On fait gaffe. C'est sûr que c'est un peu serré, mais... L'objectif de ces sorties, c'est d'apprendre à être autonome dans cet environnement difficile et dangereux. Avant, et surtout pendant chaque descente, il faut savoir contrôler son itinéraire, analyser la pente et son exposition, surveiller la qualité de la neige ou encore étudier la zone de réception avant un saut. Là, il y a une bonne récepte, tu vois. Ce qu'il faut repérer, c'est ce petit amas de rochers. Et tout ça, tout ce champ là, voilà, c'est safe, on peut, c'est cool. Une petite erreur d'appréciation peut avoir des conséquences d'autant plus dramatiques que la plupart de ces descentes sont très difficiles d'accès pour les secours. Yalla! Voilà, on est sur la partie plus ouverte. C'est gavage. Et là, on rentre dans le couloir de la cascade. Voilà, faut gérer. Donc on n'arrive pas trop vite sur la neige un peu plus dure. Comme ça, on reste en contrôle et on peut passer la difficulté. On va pas plus loin qu'ici, il y a la glace après, hein. Si on descend trop bas, on tombe là. On la distingue mal. Mais comme son nom l'indique, la cascade de glace est un passage quasi vertical. C'est bon là? Donc extrêmement dangereux. Yeah, bien joué, t'as géré ta vitesse, c'est super.
Un bon exemple des difficultés rencontrées en freeride. Ah, super Hugo. T'es bien resté sur tes appuis, les épaules face en bas, t'as géré nickel. Fin de cette première descente pour nos 3 freeriders. Ils vont devoir se trouver un nouveau terrain de jeu. Mais il y a un problème. La météo se dégrade rapidement. Vous faites attention avec le vent. Vraiment, on plante bien les bâtons. On fait attention à ne pas perdre de matériel. Il y a des conditions qui sont plus compliquées que d'autres, c'est pas toujours rose. Mais c'est ce qui fait le charme aussi des choses. On profite vraiment de la montagne, on se sent vivant. Pour que la montagne reste le paradis des freeriders et qu'ils puissent continuer à se faire plaisir sans prendre trop de risques, des professionnels œuvrent quotidiennement dans l'ombre pour sécuriser le domaine skiable. Ces anges gardiens, ce sont les pisteurs artificiers de la station. Allez, à vous de jouer. Merci. Dès que le manteau neigeux devient instable, ils peuvent déclencher jusqu'à 350 tirs d'avalanche préventifs par jour sur le domaine des arcs. S'il fallait effectuer tous ces tirs en hélicoptère, l'opération coûterait beaucoup trop cher. C'est pour ça que la station a installé sur les sites les plus inaccessibles des mini-téléphériques spécialement dédiés à ces tirs. On les appelle des CATEX. On aperçoit leur tracé en jaune sur cette carte. Ils surplombent les couloirs d'avalanche indiqués en rouge. Grâce à eux, il est possible d'envoyer plusieurs charges explosives juste au-dessus des zones à purger. Ce matin-là, aux commandes du tir de CATEX, Sabrina et Christian. On va préparer nos charges. C'est de la poudre noire, comme à l'époque, on va dire, du Far West, les cowboys qui utilisaient cette poudre noire. Au bout de cette mèche lente, on va mettre un détonateur, notre explosif, qui rentrera dans la dynamite. Donc, si tu veux bien me donner du coup la charge 9, s'il te plaît. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est notre détonateur. C'est ce qui va permettre à la charge d'exploser, en fait. Il faut faire attention, c'est la partie délicate, en fait, risquée à manipuler avec précaution. Mettre le détonateur, le sertir. Voilà. Et maintenant, perforer la charge. Voilà, maintenant là c'est une vraie charge amorcée, donc si elle prend un choc ou si elle s'allume, il y a un risque. Il n'y a qu'un des deux qui a le droit de manipuler les explosifs. Non, on est tous les deux artificiers. Après celui qui démarre continue, comme ça il sait vraiment ce qu'il fait, il n'oublie rien, on se trompe pas. Ah ouais, c'est très dangereux. Du coup, on va placer la première charge 9 d'une longueur de 6,40 m sur le brin gauche du CATEX. Chaque opération se déroule suivant un protocole très strict. Le second artificier est d'ailleurs là pour surveiller tous les faits et gestes de son collègue. Une maladresse et ils seraient pulvérisés tous les deux. Dans certaines stations, il y a eu malheureusement peu d'accidents, mais il y en a eu. Ouais. Tragique. On attaque le déclenchement sur le CATEX du clocheret. Ouais, ok, on va passer. Vas-y! Les 5 charges explosives sont installées à une distance très précise les unes des autres sur le câble du CATEX. Et fonce! Elles doivent être correctement positionnées à la verticale des couloirs à purger. Vas-y! Une fois les mèches allumées, Christian doit faire vite. Vas-y! Dix minutes plus tard, toutes les charges sont en place lorsque les mèches finissent de se consumer. Les violentes vibrations sonores déstabilisent le manteau neigeux qui se détache immédiatement. Malheureusement, la réussite de ces déclenchements n'est jamais garantie à 100%. Exemple au sommet de l'Aiguille Rouge, où les pisteurs s'affairent depuis quelques minutes. Parti! Juste derrière la cabane, un couloir d'avalanche menace directement l'une des pistes noires de la station. Il est si proche que les artificiers vont pouvoir le déclencher à la main.
On va jeter une charge dans le couloir pour déclencher parce qu'on a la piste juste en dessous. Donc on va se sécuriser avant l'ouverture. En cas de déclenchement à la main comme celui-ci, on utilise une mèche courte. Le pisteur n'a que 2 minutes pour agir avant l'explosion. Mais 5 minutes plus tard, toujours pas de détonation. Putain, c'est pas possible ça. Raté de tir à la mèche lente. C'est incroyable, on n'a pas de chance. Une charge qui fait long feu, les artificiers détestent ça. Il te reste une mèche ? Par sécurité, ils vont devoir attendre une demi-heure avant d'aller la récupérer. Intervenir avant serait beaucoup trop dangereux. Le problème, c'est que la piste est censée ouvrir dans moins d'un quart d'heure. Il va donc falloir retarder son ouverture. Ça fait partie des, on va dire, des risques du métier. C'est la mèche qui justement s'est éteinte, ou on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ou est-ce qu'elle a toute brûlé et le détonateur n'a pas marché, mais voilà, ça c'est pas un raté de tir. Et ça arrive. Voilà, donc le moment qui n'est pas super agréable, c'est dans 30 minutes quand on va devoir ramener la charge à nous pour réamorcer. Ben voilà, on espère que voilà. Ça vous explose pas la main. Exactement, ouais, tant qu'à faire. Par contre, on est bien d'accord, Bébert, si vous... Les pisteurs prennent ça avec le sourire, alors que l'opération qui va suivre est pourtant très risquée. Nous nous sommes d'ailleurs éloignés du binôme qui récupère la charge non explosée. Puisqu'elle est déjà amorcée, même si le détonateur n'a pas fonctionné, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après avoir remplacé la mèche défectueuse par une autre, nouvel essai. Et cette fois-ci, tout est bien qui finit bien. Les skieurs vont pouvoir se faire plaisir en toute sécurité, sans savoir ce qui vient de se passer sur les pentes de l'Aiguille Rouge. Mais comment se constituent ces congères et ces plaques de neige instables qui maintiennent les stations sous pression pendant toute la saison? Et surtout, comment les repérer? Pour le savoir, nous retrouvons Xavier et ses apprentis freeriders. Comprendre la naissance de ces phénomènes fait partie de leur formation. Salut Xav, salut Benoît, ça va bien? Ouais, toi? L'homme qui vient de les accueillir, c'est Benoît, le nivologue de la station des Arcs, le grand spécialiste de la neige et des avalanches. Salut, vous avez pu faire des belles descentes quand même, malgré le vent? Il va leur apprendre à analyser un manteau neigeux. L'histoire, c'est... On a envie de faire du ride, on a pris connaissance du BRA, du bulletin de risque d'avalanche. Et puis aussi, des fois, au sommet d'une pente, au lieu de se jeter comme ça éperdument, on peut aussi prendre le temps, c'est quand même pas mal, de creuser par exemple 1 mètre, 1 mètre 20, juste la surface de la neige pour essayer de voir ce qu'on a sous les pieds. Ok ? La résistance de la couche dépend de ce que l'on appelle le grain de neige. Il évolue sans cesse au fil de la saison, en fonction des contraintes qu'il subit, comme les variations de température ou la force du vent. Il devient ainsi fin, rond ou à face plane. Mais l'un des grains les plus dangereux s'appelle le gobelet. C'est celui-là que les freeriders doivent apprendre à déceler en priorité. C'est de la neige qui n'a aucune cohésion. Vous voyez, ça réagit comme du sable, du gros sel. Ce sont ces couches de neige qui vont présenter un risque d'avalanche bien plus prononcé. Pour tester la stabilité du manteau neigeux, Benoît leur donne une petite astuce qui pourrait leur sauver un jour la vie. Un petit truc aussi à surveiller en haut d'une pente, c'est découper un bloc pour voir s'il est stable. Donc avec, moi j'ai une scie, mais avec un ski ça va très bien. On découpe un bloc. Là, le bloc est isolé. Je vais prendre une pelle et je vais donner des coups de main. Je vais compter juste les coups de main. Alors le premier, c'est le coup de main. Après, c'est le coup de coude. Et lorsque c'est vraiment plus stable, on peut envoyer, comme les rappeurs, des coups d'épaule. Donc là, le coup de main, rien ne se passe. Donc je vais passer au coup de... Ah, vous avez vu? Un seul coup et on a vu l'effondrement. Après, si vous avez donc une loupe, on peut regarder comme ça sur quoi c'est parti. Ben là, il n'y a même pas besoin d'avoir de loupe. On voit que ce sont les gobelets qui sont au niveau du sol. Donc ça, concrètement, ça veut dire que là, si avec une surcharge, la plaque, elle part sur toute la hauteur, sur presque 50-60 cm d'épaisseur.
Donc sur une grande surface, ça commence à faire du volume là. Lors de l'approche, si on sent ces effondrements, on peut faire demi-tour et aller skier dans des pentes nettement moins raides, pas dépasser les 25 degrés ou rester un petit peu dans les forêts, ça sera beaucoup plus sûr. Ok. Impeccable. Ouais. Malheureusement, même les professionnels avertis se font parfois surprendre par les avalanches. Donc aux dernières nouvelles, une personne ensevelie avec un DVA et sur place il y a 3-4 pisteurs avec un maître chien. Alerte à la base de secours en haute montagne de Modane. 4 secouristes sont sur le départ. Vous partez sur quoi là? Sur une avalanche sur le secteur de Bonneval sur Arc. Qu'est-ce que vous prenez là? C'est quoi ça? C'est des sondes pour sonder, pour chercher la victime sous la neige. Cette fois, nous ne pouvons pas les accompagner. L'hélicoptère doit emmener un maximum de secouristes avec leurs chiens d'avalanche pour multiplier les chances de retrouver la victime. Il n'y a pas une seconde à perdre. Le compte à rebours contre la mort a déjà commencé. En cas d'ensevelissement, les chances de survie au-delà de la 15e minute ont tendance à décroître de manière très rapide. Ces 15 premières minutes, on n'a pas le droit de les gâcher. Donc même si c'est pour en gagner qu'une, au final, c'est peut-être celle qui peut faire la différence. S'il y a un moment où il faut être bon, c'est là. L'appareil file en direction de la station de Bonneval. C'est un jeune skieur d'un groupe encadré par un moniteur qui a été enseveli par une coulée. Sur le flanc de la montagne, à droite de la machine, on distingue clairement la rupture du manteau neigeux. C'est cette immense surface de neige qui a glissé en emportant la victime. Nous allons pouvoir suivre l'intervention grâce à une caméra fixée sur l'un des secouristes. Les pisteurs de la station sont déjà sur place. Ils ont démarré les recherches sans attendre. Grâce à son DVA, le jeune homme a pu être localisé en moins de 9 minutes. On ne la distingue pas sur ces images, mais sa tête est dégagée. Il porte un casque rose. Hé, reste avec moi. La bouche, on fait tout de suite. La première chose qu'on a retrouvée, dès qu'on l'a retrouvée, c'est le casque et la bouche. Vous creusez autour, là. La victime est presque inconsciente. Les secouristes s'activent pour la dégager complètement le plus vite possible. Plus le jeune homme restera dans la neige, plus il continuera de se refroidir. En combinaison rouge, le médecin s'approche. Il respire? Ouais, ok. C'est l'O2, ouais. Le skieur semble respirer normalement. C'est bon signe. D'autant que le premier bilan médical ne montre aucun traumatisme. Ouais. Il a débarroulé beaucoup ou pas là? Là-haut, la trace là-haut. Le jeune homme a été balayé par l'avalanche sur plus de 100 mètres. Enseveli sous plus d'1,50 m de neige, il a vraiment beaucoup de chances d'être encore en vie. Mais il est encore coincé par ses skis. Au bout de quelques minutes, les secouristes réussissent enfin à le dégager. Ça va tes jambes? Pas de fracture? Tu as froid? Tout va bien? Le jeune homme est encore sous le choc. Bloqué sous la neige pendant de longues minutes, il s'est vu mourir. Tout va bien aller maintenant. Ça va aller, laisse-toi aller. Tu peux pleurer si tu veux, vas-y. Let's go. La victime réalise peu à peu ce qui vient de lui arriver. Ému aux larmes, le garçon remercie ses sauveteurs. Je suis content que ce soit fini. C'est quoi ton nom? Thomas. Thomas. Tu viens d'où, Thomas? De Norvège. Norvège. Thomas ne présente aucune blessure, mais il est en hypothermie. Il faut absolument le réchauffer. Les pisteurs l'installent dans une civière sous une couverture de survie. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère réapparaît pour l'emmener au plus vite à l'hôpital. Pendant le trajet, la tension redescend enfin et chacun repense à ce qu'il vient de vivre. Depuis l'apparition des DVA, les victimes ont 2 fois plus de chances d'être retrouvées. Malgré cela, les avalanches demeurent un danger redoutable. L'année dernière, en France, on a recensé 59 accidents, au cours desquels 45 personnes ont trouvé la mort. Lorsque les interventions se terminent mal, les secouristes ont parfois beaucoup de difficultés à tourner la page. La dernière, la plus traumatisante, je dirais, la plus marquante, c'était la grosse avalanche de Val-Fréjus, là, où il y a 52 militaires, et voilà. Des jeunes de 22, 23 ans, en état de mort apparente, c'est toujours compliqué. Humainement, on transpose vite, hein, on voit
On voit un frère, on voit un ami, on voit un fils si on est plus vieux, on voit, voilà. Donc ça, on imagine la réaction des parents quand on va annoncer la nouvelle. Souvent, c'est presque le plus compliqué psychologiquement. Malgré des secours hyper réactifs, les avalanches font donc encore trop de morts chaque année. Alors pour gagner du temps et sauver plus de vies, il faudrait que tous les skieurs hors piste soient formés aux premiers gestes de recherche avec un détecteur de victimes d'avalanche, le fameux DVA. Cette formation, Arnaud la dispense aux jeunes de la Free Ski Academy. Donc on est en exercice, on va imaginer une situation d'avalanche. Vous êtes à 3 riders, on vous a annoncé que soit un de vos copains, soit une personne s'est fait traîner, vous arrivez, vous pouvez aider, vous savez faire, vous avez du matériel. Il y en a un qui sort le DVA, qui part en sa recherche, l'autre qui prépare sa pelle, sa sonde, et un qui se prépare à appeler les secours. Mais par vous-même, déjà, vous pouvez sauver vos copains. Donc il faut être rapide, efficace, pas se disperser, pas aller trop vite et se retrouver en bas alors qu'il va falloir remonter. On est plus efficace en descendant qu'en montant. Ok ? Un mannequin équipé d'un DVA a été enfoui quelque part dans la pente. Les jeunes doivent le retrouver le plus rapidement possible. Cet exercice a un double objectif: acquérir les bons réflexes et surtout apprendre à gérer la panique qui tétanise souvent les skieurs en situation réelle. Arrivé en haut de la coulée, le premier jeune commence sa recherche avec son DVA en mode réception. Pendant ce temps, les autres ont alerté les secours. Ils sont prêts à sonder, puis creuser la neige. Ok, le boss, on ici. Oups, là. La sonde permet de détecter un obstacle ou quelque chose de dur sous la neige. T'as rien touché? Non. Pas de chance. Cette fois, le repérage a échoué. Vas-y Hugo, décale-toi un peu. Et vas-y, refais une croix là. C'est où que t'es au plus petit là? C'est là. Voilà, donc là, et après refais une croix là. Sur l'écran s'affiche la distance entre les deux DVA. C'est là le plus petit? Vas-y, ouais, c'est là. Vas-y, tu peux sonder là maintenant. Ouais, c'est bon. Dès que tu as le contact avec la sonde, tu laisses la sonde en place. Vous prenez le recul. À peu près combien de profondeur là? Là, je dirais 30. 30 cm. Donc on se recule un peu et après on est deux ou trois à peler pour que tu arrives vraiment à l'horizontale de ta victime. Toi, tu te mets derrière avec la pelle et tu évacues ce qu'il a dégagé. Donc là, tu as un contact avec la main. Tu peux déjà attraper la main de la victime. Demander s'il peut te serrer la main. S'il y a une réponse, déjà, c'est qu'on sait qu'il est conscient ou pas. Donc ce qui est important, hein, c'est d'aller à la tête. Sans lui casser le visage, ce serait bien. Là, le visage, il est dégagé. Tu vas essayer de lui parler. On va surtout éviter de le bouger. Voir s'il a de la neige dans la bouche. Le médecin, quand il arrivera, aura besoin de savoir. Après, tu peux lui enlever, essayer de lui dégager les voies aériennes. Et là, on va rentrer dans des actes de secourisme. Benoît, tu peux faire juste une évaluation vite fait que sa confiance, et puis moi, je prépare le matos. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous... Mission réussie pour les jeunes freeriders. Ils n'ont mis que 9 minutes à localiser et dégager la victime. Tu peux l'insuffler. Tu vérifies et après on commence. C'est maintenant aux secouristes de la prendre en charge. Si tu as vu qu'il ventilait pas, tu commences le massage, prépare le DSA. Cette personne, ça fait peut-être que quelques secondes qu'elle a perdu connaissance, son cœur s'est arrêté, il faut apporter du sang au cerveau. Nous, comme on n'est pas médecin, on a le relais du médecin qui va arriver, on va faire ce premier geste, on va lui délivrer de l'oxygène, et donc on va essayer d'aider le cœur à repartir. Décoller les électrodes blanches de l'étui gris en plastique. Les secouristes posent un défibrillateur pour relancer le cœur de la victime. Elle a sans doute été asphyxiée par la neige. La neige va rentrer dans les voies respiratoires, va fondre et va faire comme une noyade. C'est pour ça que c'est important de vérifier qu'il y a de la neige ou pas de neige dans la bouche, parce que ça veut dire que la personne a continué à respirer. On va même trouver sur une personne à plat ventre ou dans une certaine position une poche de glace devant le visage qui veut dire que cette personne elle a respiré avant de tomber inconsciente. Et là, cette personne-là, on a de fortes chances de pouvoir la réanimer même si elle est en arrêt. On va donner un choc. Dans une telle situation, la priorité absolue, c'est bien sûr de relancer le cœur. Mais bien souvent, les secouristes constatent aussi des traumatismes importants. C'est le choc et l'énergie de l'avalanche, pas spécialement en sautant une barre rocheuse, hein, le fait d'être brassé dans ces blocs de neige très lourds qui peut finalement broyer la victime. La plupart des gens qui décèdent en avalanche sont souvent décédés, hein, la plupart sont décédés à cause des traumatismes et puis certains après sous asphyxie. Pour augmenter les chances de survie en cas d'avalanche,
des fabricants ont eu l'idée de créer un sac à dos équipé d'un airbag. Voilà, donc sur les côtés, là, on a 2 ballons qui sont pliés dans des pochettes. Si on tire sur la poignée, si on voit un phénomène d'avalanche, on tire sur la poignée, ça va ouvrir les 2 ballons sur les côtés, des ballons de 180 litres à peu près. Voilà. C'est comme une grande bouée, quoi. Voilà, et il y en a un de chaque côté. Ça va permettre à la personne de rester sur l'avalanche et d'avoir beaucoup plus de chances de survie. En restant à la surface, on a moins de chances de toucher le terrain. Salut, merci beaucoup. Airbag, DVA, pelle et sonde, chacun de ces équipements peut sauver des vies. C'est pourquoi les spécialistes militent pour que tous les skieurs hors piste en soient désormais équipés, même lorsqu'ils se trouvent à proximité d'une station. Malheureusement, ce discours de prévention reste encore largement ignoré. Car dans la pratique, moins d'un skieur hors piste sur 2 possède effectivement un DVA. Ouais, Mojouk. Ouais, Mojouki. Oui, c'est mon gamin, ça, ouais. Oui, gamin, oui. C'est pourquoi certains pisteurs sont aussi maîtres chiens d'avalanche, comme Pascal. Oui. En France, on recense ainsi 140 équipes cynophiles réparties sur l'ensemble des massifs montagneux. Lui, il se pose pas de questions, il sait qu'il y va. Depuis les années 80, cette qualification nécessite une vraie formation. Pascal et son chien Jouk ont justement commencé leur formation il y a une dizaine de jours dans la station des Deux Alpes. Détends-le un peu par là, va. Ce matin, ils doivent travailler en duo avec Benjamin et son jeune malinois Didi. Leur mission, trouver 2 victimes ensevelies. Un exercice qui s'effectue en conditions réelles. Attaque vraiment vers la butte là-bas, fais attention, il y a un chien en prospection. Vas-y. Vas-y, en haut. Vas-y, Pascal. Va chercher le bonhomme. Voilà, c'est parti en haut, hein, Benj. Jouk. 2 volontaires ont été enterrés sous la neige. Sous l'œil attentif du formateur, les 2 équipages doivent les localiser le plus rapidement possible. Conduis plutôt par là. Comme ça évitera le contact. Allez. Dans la réalité, la survie d'une victime peut se jouer à 1 ou 2 minutes près. Bien. Va chercher le bonhomme. Jouk est le premier à flairer sur sa zone de recherche. Car pour éviter que les 2 chiens ne se perturbent mutuellement, Didi progresse de l'autre côté. T'es limite droite là, Benj. Hein. Rappelle. Didi, retourne. Oui. Voilà, très bien. Voilà, donc là on a le chien d'analyse olfactive. On le voit, hein, il commence à tourner, il est intrigué, il est attiré. Voilà, on le voit bien là. Il se rapproche petit à petit de l'endroit où la source d'odeur est la plus importante. Il commence à déclencher un grattage. Et quelques secondes plus tard, Didi trouve enfin la première victime. Allez, tu le sors. Tu le sors, le bonhomme. Allez. Allez, tu le sors. Tu le sors, le bonhomme. Tu le sors, le bonhomme. Allez, c'est bien. Oui, il est là, le bonhomme. Ouais. Tu as qui ça? Tu as qui ça? Ouais. C'est bien. Ouais, c'est toi ça. C'est bien. C'est quoi ce jouet? C'est sa récompense. Voilà. Il y a une victime dans le trou, on lui donne un jouet qu'il aime bien. Et c'est sa récompense. Allez, c'est bien. Tu me donnes. Didi, tu donnes. Là, pas toucher. Donc c'est ce qu'on appelle un boudin, c'est tout simplement pour les faire mordre. Un chien, par définition, ça adore mordre. Donc on les fait mordre là-dedans, on les rend accros à ce jouet. Et une fois qu'ils sont bien accros à ce jouet, on va les mettre avec une victime, on va le donner à une victime étrangère, puis on va faire des exercices évolutifs. Donc d'abord sur trou ouvert, après on va fermer petit à petit les trous, on va mettre de plus en plus de difficultés. Lui il est vraiment dans le jeu à fond quoi. Lors d'une vraie avalanche, les victimes n'ont évidemment pas ce jouet dans les mains. C'est pourquoi le chien est ensuite écarté, afin d'éviter une morsure involontaire. Jouk, viens. Viens. De leur côté, Pascal et Jouk poursuivent leurs recherches. Malgré son odorat 400 fois plus développé que celui d'un humain, ce chien a des difficultés. C'est parfois le cas lors d'une vraie avalanche. Si les odeurs ne sortent pas pour un manteau neigeux très épais ou très compact, la seule solution c'est de faire passer une vague de sondeur qui au moyen de sonde va transpercer le manteau neigeux et qui va donc permettre aux odeurs de remonter à la surface. Voilà, en même temps je regarde le chien. Hein. Et ensuite ça va faciliter le travail du chien. Voilà. Voilà, c'est par là.
Oui, ça c'est bien ça. Va chercher ce momos. C'est ça toi ça. Allez, gratte. Super. Mais, fais le tort. Oh, ça c'est bien mon gamin. Ça c'est bien gamin. Allez, Jouk. Tu tires. Chope-le ce vilain. Chope-le. Ça c'est super. C'est un secours qui est particulier, qui est exceptionnel. C'est le moment où il faut qu'on soit bon, rapide, efficace. Ça vilain. On a de l'adrénaline. Quand on part sur une coulée réelle, on doit dégager certainement des odeurs différentes. Même le chien, lui, le sait que c'est exceptionnel. Ça c'est bien. Oui, c'est un bon gamin. Le Graal pour un maître chien, c'est sortir quelqu'un de vivant. Un Graal désormais à la portée de Pascal et Jouk. Cet exercice terminé avec succès marque la fin de leur formation. Ils pourront donc intervenir dès la prochaine avalanche. Ah ouais, je suis fier de toi. C'est bien, gamin. C'était bien ça. Super. En montagne, maîtres chiens, pisteurs et secouristes font donc tout leur possible pour protéger les skieurs. Mais s'il y a une chose qu'ils ne supportent pas, c'est de risquer leur vie pour sauver des inconscients qui se sont délibérément mis en danger. Exemple dans la station de Valmorel, où 2 imprudents en état d'ébriété ont ignoré les panneaux de danger et d'interdiction pour se lancer un défi dans ce vallon hors piste. En tentant de passer une cascade de glace, l'un des skieurs a fait une chute de 25 mètres. Le second est toujours bloqué au-dessus. Résultat, ils sont maintenant coincés en plein milieu de la barre rocheuse. Les secouristes vont devoir prendre des risques importants pour les sortir d'affaire. Ouais, mais c'est lui qui est tombé, c'est lui. Il bouge plus, oui, il s'est relevé, c'est lui qui est tombé et qui s'est relevé. Il arrive d'où? Il arrive de là-haut, là. Ah ouais, putain, oh là. T'as vu les skis, ils sont à gauche. Ouais, il a sauté là. L'autre, il va y aller là-bas. Ouais. L'autre, faut qu'on aille le choper. Ouais, ils sont carrément dans une souricière, là. Impossible de s'opposer. La pente est beaucoup trop raide et les pales de la machine risqueraient de la heurter. L'équipe va devoir procéder à un élitreuillage pour récupérer les 2 imprudents. Allez, je sors, j'attaque la descente, c'est en avant 10 mètres. S'extraire d'un appareil en vol est toujours une opération risquée. Cette fois, en plus, il faudra effectuer plusieurs rotations pour mettre tout le monde hors de danger. Top à droite, en avant 3 mètres. Je pose, il est au sol. Au sol, le secouriste interroge rapidement la victime. Pas de blessure apparente, il peut lui enfiler le baudrier pour la remonter. L'hélicoptère va mettre en sécurité le médecin et le premier jeune homme avant de revenir chercher le second. On a vu qu'il y avait une falaise de 25 mètres de glace et que ça passait pas. Et puis en fin de compte, on a essayé de passer par au-dessus. Sauf que moi, en testant la neige, j'appuie un peu sur le pied et c'est parti en dessous de moi et j'ai débarroulé la cascade qui est juste là-haut. Donc vous voyez, je suis miraculé avec 25 mètres de haut, que j'ai rien du tout comme ça. Donc on a de la chance et on est bien content qu'il y ait l'hélicoptère pour nous sortir de là. Pendant ce temps, c'est au tour du second skieur d'être élitreuillé. Puis les secouristes récupèrent leur ski. Bilan, 4 rotations et 4 treuillages pour ces 2 skieurs totalement inconscients. Aucun des 2 imprudents n'est blessé. Mais l'alcool aidant, ils se sont gravement mis en danger, en surestimant leur capacité à franchir un tel obstacle, pourtant interdit d'accès. Plus grave encore, ils ont immobilisé les secouristes qui, en cas de besoin, n'auraient pas été disponibles pour une vraie urgence médicale. Un comportement stupide qui agace les secouristes de haute montagne, d'autant qu'ils savent par expérience qu'ils vont probablement devoir revenir ici prochainement. Il y a une trace de fête qui s'enfile dans ce vallon. Depuis le haut, d'autres personnes peuvent voir les traces et les suivre sans savoir que ça débouche pas. C'est assez classique ça. Et c'est vrai que plusieurs jours de suite, on peut faire des secours au même endroit, des évacuations pour le même motif, par effet de répétition. Ouais. Environ 8 000 €, c'est ce que cette intervention va coûter aux contribuables. Les 2 fautifs, eux, ne débourseront pas un centime. À cause de ces attitudes irresponsables, c'est la gratuité des secours pour toutes les autres victimes qui risquent d'être remises en cause dans les années à venir.
La France est en effet l'un des derniers pays européens où le secours en montagne est pris en charge par la collectivité.